Bonjour Victoria, Bonjour Thierry, comment mais ça va encore aujourd'hui? là, dans le boom mobile. Eh oui, je quitte plus Yoko, ma newsroom mobile, voilà, je suis on the road again. Et a priori, je suis assez fier, j'ai une meilleure 4G que le Wi-Fi que j'ai pu choper par ici, donc ça devrait bien se passer, on croise les doigts pour que cette émission se déroule sans encombre. Et puis Parce qu'on a ben, des pros aujourd'hui, hein. oui, oui, oui. Et puis en plus, ils sont au nombre de deux, hein. Ils attendent patiemment nos invités. J'allais faire une intro en disant pendant que Facebook perd des annonceurs et puis que effectivement les revenus publicitaires de ce grand géant commencent à décliner, eh ben, il se passe des choses intéressantes en Suisse et c'est l'occasion ben, d'en parler. Avant qu'on découvre nos invités qui attendent patiemment dans leur studio à eux, eh bien, on va vous rappeler que le meilleur de la pub, c'est pour bientôt. Allez, magnéto, Serge. Et oui, le 7 août, c'est vite là, mais c'est aussi presque dans 2 mois. C'est le délai, non, dans un mois, qu'est-ce que j'allais dire comme bêtise, pour soumettre vos projets. On en voit passer. Merci aux agences, merci aux professionnels de la pub, la communication, de faire ben, le nécessaire pour vous montrer, pour sortir du bois, puisqu'effectivement, en septembre prochain, on croise les doigts, eh bien, on se verra pour la 5e édition du meilleur de la pub. Voilà, c'est dit. On va maintenant laisser beaucoup plus de place à nos invités. Mais de qui s'agit-il, Victoria, à propos de ces deux invités? Alors aujourd'hui, on a deux professionnels de l'image. Vincent Yagui, directeur de A2P Agency, et Romain Girard, directeur de création. Alors, dans le Skype, ben, Romain est à gauche et puis Vincent est à droite. Bonjour les deux. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, peut-être on va expliquer déjà ce qu'est A2P Agency. Vous faites partie du groupe avec Actua, épisode 4, Idéative, Point Prod. Donc, c'est vraiment le cube, là. Même déjà, on peut vous appeler le cube parce que réellement, vous êtes dans un cube à Genève. Alors, je vous donne la parole. Expliquez-nous un petit peu quel est votre positionnement dans ce cube. Alors nous, c'est A2P, donc c'est 8 personnes au sein du Cube qui représentent 80 personnes, 80 professionnels des médias et de l'audiovisuel. Et nous, en fait, on joue la transversalité en fait du média traditionnel et de la diffusion Actua 1952 jusqu'aujourd'hui, Idéative, les développeurs, les nouvelles applications et la réalité augmentée. Voilà. Alors, votre positionnement, il est vraiment sur du contenu digital et créatif. Donc beaucoup de storytelling, de réalisation, je veux dire de mise en scène. Donc ça nous amène aussi à l'événementiel. Et vous deviez participer au salon de l'auto et puis au salon de l'horlogerie, le nouveau Watches and Wonder. Et patatras, année Covid, rien de tout ça. Alors quel impact ça a eu pour vous? Alors, premier impact, c'est vrai que salon de l'auto, on a vu arriver la vague parce que des agences internationales et les constructeurs commençaient à nous dire, mais vous êtes sûr qu'on va venir à Genève? On n'est pas sûr cette année. Et ça, 15 jours avant l'annulation. Et du coup, depuis, voilà, on a digitalisé les conférences de presse, on a digitalisé à huis clos des cérémonies, et puis dernièrement, création de contenu, révision de l'écriture de l'image, comment interviewer des gens à l'étranger via les nouvelles Zoom. Vous ne connaissez pas Zoom? Donc voilà, donc c'est vraiment de la vraie réécriture. Mais un gros bouleversement quand même, un gros bouleversement. On a préféré aller chez Microsoft pour Skype, puisqu'effectivement, et là je m'adresse à deux professionnels de la vidéo, on peut l'utiliser comme source NDI et on peut donc l'injecter comme ici pour faire des caméras ou des sources vidéo virtuelles. Voilà pourquoi il n'y a pas de zoom. Et puis on n'a pas envie de donner toutes les infos à nos amis chinois qu'on adore. Voilà. Donc revenons sur la nouvelle écriture, je dirais visuelle.
en temps de pandémie, ça impliquait quoi, à part l'aspect technique, mais aussi de mise en scène, de fait que vous êtes avec des gens qui ne sont pas là, et il faut quand même réussir à créer un mini-spectacle quand même. Ce qui est intéressant en fait dans ce contexte, c'est que l'événementiel, on sait le traiter depuis pas mal d'années. On a nos routines, nos habitudes, et chaque année, on essaie d'améliorer, d'utiliser de nouveaux outils pour améliorer, augmenter le storytelling. Et puis tout d'un coup, tout s'arrête. Tout s'arrête à un moment où on sait que la vidéo, ça reste important, le live, tout le monde en parle, tout le monde a envie d'en faire, mais finalement, peu de gens s'y risquaient parce que ça présentait justement un risque à leurs yeux. Et là, lockdown pour tout le monde et nécessité néanmoins de communiquer. Et donc là, il a fallu renouer avec le live et se positionner pour effectivement confirmer que c'était la seule, voire l'unique solution. Alors on peut faire du faux live, mais ce que ça montre surtout, c'est que le risque que les gens pensaient prendre préalablement quand on leur parlait du live, qui était de se prendre une gamelle, en fait, on peut tout à fait limiter ça si on sait écrire un live. Donc en fait, c'est pas une question de technique, c'est pas une question, les outils étaient déjà là. Une caméra est toujours une caméra, mais ce qui est nécessaire de comprendre et de faire comprendre aux clients et à nos partenaires, c'est que avant tout, on a besoin d'éditorialiser, écrire. C'est pas parce que c'est live que ça doit être improvisé. Et toute cette démarche que nous on connaît assez bien avec Vincent parce qu'on est des transfuges de la télé. On a fait quand même pas mal de temps en reportage dans différentes chaînes de télé. Tout ça, nous on le connaît. On essayait de le communiquer à nos partenaires et on sentait une forme de réticence. Là, voilà, on sait qu'on peut venir avec, encore une fois, c'est pas une question d'outils, on peut venir avec de l'éditorial, du contenu et donner la garantie que, en respectant les guidelines, un socle qui est vraiment celui de la télé, qui, malgré tout ce qu'on peut dire sur le digital, c'est un socle qui est essentiel, qui est compréhensible par tout le monde. Et en respectant ça, on peut faire un bon live et transmettre du contenu avec beaucoup de pertinence. Alors, une question qu'on a posée à pas mal de nos invités sur la faute du Covid de nous avoir forcé à changer notre fusil d'épaule, à se mettre au télétravail, à utiliser les nouvelles technologies, etc. Moi, j'ai envie de transformer cette question autrement. Est-ce que d'après vous, s'il n'y avait pas eu de Covid, on aurait tout le temps repoussé justement ces usages, cette prise de risque, que ce soit du live, que ce soit les outils, ce sur quoi vous êtes tourné pour pouvoir continuer à exercer? Est-ce qu'on aurait en fait encore et encore repoussé ce choix et cette prise de risque du côté de vos clients par exemple? Moi, je pense, ouais. Je pense que ces 4 mois de Covid nous ont permis d'avancer 5 ans dans le temps. C'est vrai que nous, on s'adresse beaucoup à des clients qui sont dans le monde du corporate, donc tout doit être réglé, le message doit être validé, et c'est vrai que la prise de risque est difficile dans ces moments-là. Mais je crois que cette période de Covid nous a permis finalement d'avancer un petit peu nos processus et on commençait à imaginer ces processus que ce soit des processus de production, que ce soit la mise en place de plateformes digitales, on les avait en tête. Et tout ça nous a permis de les mettre sur le papier et de les faire valider par nos clients et de pouvoir avancer assez rapidement et sans se poser trop de questions. Moi, je trouve que ta remarque est très juste, Thierry. Effectivement, il y a eu un effet d'accélération indéniable par rapport au live, par rapport à la frilosité que les marques pouvaient avoir. Et c'est tout à fait bénéfique, je pense, effectivement, il y a un changement de paradigme. C'est inévitable. La période, le Covid a amené les gens à se dire il faut continuer de communiquer, mais on n'a plus les mêmes équipes, on n'a plus la même versatilité, la même agilité. Donc comment on fait? Et là, il faut s'en remettre aussi à des professionnels qui savent le faire. Donc oui, comme dit Vincent, une accélération, un bond en avant peut-être de 5 ans. Pourquoi pas, c'est assez juste. Voilà. Et Romain, Vincent, vous avez tous les deux le sentiment que ça concerne quel type de client? Est-ce que ça concerne tout le monde, toute taille de société? Tout le monde s'est rendu compte, ou il y a encore des réticences
Non, Comme tu le disais tout à l'heure, Romain, effectivement, la grosse boîte qui a besoin de contrôler, machin, etc. Tout ça, non, c'est vraiment toute taille. C'est vraiment la petite PME qui veut faire un live Instagram au grand groupe qui se dit ben, on va faire un webinar, mais finalement on se rend compte que le webinar avec Zoom, ça fonctionne pas parce que Zoom compresse la vidéo et la voix est très audible, mais dès qu'on veut diffuser un film, la musique est voilà, c'est inaudible. Donc je pense que ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Je voulais revenir sur l'écriture visuelle, enfin, on peut l'appeler comme ça. Justement, le live, ce n'est pas de la vidéo. Le live était plus proche du monde du podcast, plus proche du monde de l'Internet. Et donc, il y avait une autre liberté. Et quand tu dis qu'il faut absolument écrire et revenir sur cette, je dirais, beaucoup plus scénariser l'intervention, où est-ce qu'on est dans le juste aujourd'hui? Parce que les gens qui viennent du web, ils sont dans une autre logique. Et puis là, on est en train d'arriver sur ceux qui proposaient de la vidéo très léchée. Et là, tout d'un coup, le live arrive dans cet interstice. Et alors, qu'est-ce que ça va devenir le live dans ce nouveau monde? Je pense que ça ne peut que s'améliorer. Ce qui est intéressant par rapport au live, c'est aussi qu'on remarque finalement que les gens sont très tolérants par rapport à la qualité d'une image. Là, on est tous les quatre en face de petites caméras, petits capteurs, un certain nombre de pixels pas forcément bien gérés, que ce soit de l'incrustation, mais finalement, ça s'écoute, ça se regarde. Donc, voilà, le shift qui se fait peut-être aussi sur ces aspects-là, qui sont des aspects techniques, formels, qui font que, voilà, finalement, on s'aperçoit que les standards très haut de gamme qu'on a pu avoir pour certaines communications, films, enfin, peu importe quel type de communication, en fait, on peut les revoir un petit peu à la baisse d'une certaine manière, à cause des restrictions, à cause du fait que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas déplacer une équipe de 15 personnes avec des lumières, des assistants. Mais c'est là où il faut être malin. C'est-à-dire que pourquoi on voulait mettre beaucoup de choses, faire un gros tournage, parce qu'on veut un peu en mettre plein les yeux avec du montage, avec différents plans, tout ça. Là, on est un peu coincé dans notre split screen, là, à 3, qu'on essaye d'habiller. Donc, qu'est-ce qu'il faut raconter là-dedans? Il faut raconter des choses qui ont du sens. Donc, ce qui a du sens, déjà, c'est ce qui a été éditorialisé, ce qui a été préparé. Et puis ensuite, les plans qui vont permettre d'être des illustrations, encore une fois, adéquates, pertinentes et en accord avec ce qui est dit. Donc, peut-être qu'on revient à une forme de sens, à une forme, voilà, quelque chose d'un peu plus essentiel aussi. Je dirais de ton aussi différent, parce que on peut se permettre de parler différemment. Moi, j'ai essayé aussi avec de la vidéo, et c'est très différent parce que la personne que tu filmes, elle s'attend à ce que tu l'embellisses, à ce qu'elle soit bien, à ce qu'elle dise que des choses intelligentes. Et quand ça marche pas, c'est toujours ta faute. Donc tu dois refaire. C'est tout le temps tu vois. Tandis que là, dans l'exercice du live, tu vois que, comme tu dis, le setup est pas forcément très beau, l'image est pas très belle, mais ça fonctionne. Et c'est que le contenu qui passe. Mais est-ce que hors de cet exercice-là, est-ce qu'un patron de PME ou un patron d'une marque de luxe oserait parler de cette façon-là? Moi, j'ai l'impression qu'on va les perdre quand on revient dans l'exercice de la vidéo bien faite. On perd cette liberté de ton. C'est comme, en fait, si je peux faire une comparaison, c'est comme d'envoyer un message sur WhatsApp ou d'envoyer un email un peu plus formel. C'est dans ce sens-là que tu fais cette remarque. Ouais. Mais est-ce qu'on arrivera à garder cette authenticité? Parce que finalement, ce que les gens veulent, c'est rencontrer et connaître des gens, des marques, des patrons de marques différemment. Et puis, sortir de cette image et de cette com très léchée, et surtout quand on est dans le monde du luxe, où finalement, tu ne sais plus très bien ce que tu dis, mais que tout le monde dit la même chose. Alors, est-ce que vous pensez que vous arriverez à amener vos clients sur une autre écriture? Je pense que le live permet une certaine proximité avec la personne qu'on a en face. Et oui, je pense que si la marque est ouverte, si le client est ouvert, on va pouvoir justement casser ces codes du costard-cravate qui est en train d'annoncer ses chiffres à la fois en B2C ou en B2B auprès de son audience, quoi. Mais oui, ce live doit permettre de casser des codes. Par contre, on a tous vécu, je pense, cette période de confinement où
n'importe qui faisait des lives Instagram, le sportif, le comique, le politique. Et là, il manquait un peu d'éditorial. C'est que moi, je veux bien avoir sur Instagram une ligne en me disant il y a 35 personnes en live ce soir, mais qu'est-ce que je regarde ce soir et c'est quoi l'histoire? On va où? Voilà. Et je pense que c'est là où on a notre rôle à jouer ici avec A2P, c'est justement d'avoir ce côté storytelling et de raconter l'histoire avant le live et de poser un cadre. Après, moi, si je peux juste compléter ce que dit Vincent, ce que je trouve génial avec le live, c'est que ça a amené du split screen. Et le split screen, c'est un super terrain de jeu aussi. Alors, on l'a pas encore beaucoup exploité. C'est pas forcément une question de live, mais c'est une question de dispositifs auxquels les gens se sont adaptés, en fait. Tout le monde a vu des émissions de télé qui étaient faites avec du split screen, tout ça. Et créativement, on peut faire plein de choses avec du split. On peut vraiment s'amuser à faire passer voilà, des images d'une case à l'autre. Enfin, on a des cadres dans des cadres. Et voilà, je trouve qu'il faut savoir exploiter ça. C'est comme, voilà, à une époque, dans la publicité, on filmait des vrais gens, c'est-à-dire qu'on allait les voir avec une caméra broadcast, une caméra de télé, et on faisait de la publicité avec une image entrelacée qui faisait télé classique, et puis on leur disait, ah, vous êtes des vrais gens, vous lavez les dents avec du vrai dentifrice, un truc comme ça. Bon. Voilà, on est un peu dans ce même genre de... C'est-à-dire qu'on réadapte toujours, en fait. C'est aussi le process dans lequel on est en tant que créatif ou en tant qu'agence, c'est de coller, et si possible de précéder un petit peu l'air du temps et utiliser le terrain qui nous est offert le plus... Voilà, avec le plus de délire possible, en conformité avec les attentes du client, bien sûr, parfois en essayant d'excéder ses attentes aussi. Alors justement, avant de découvrir les attentes du client, la boîte, l'annonceur, la société qui vient faire appel à vos services, elle est conseillée sur quoi? Sur les 2-3 premiers messages que vous essayez de lui transmettre, lui insuffler, pour qu'il se mette à oser prendre ce risque d'aller sur ces outils. C'est des choses, j'ai l'impression, qui sont un petit peu récurrentes. Et j'ai envie de vous entendre tous les deux sur allez, le top 3 des conseils pour un petit peu motiver justement l'annonceur, la boîte, le chef d'entreprise à oser aller sur ces outils. Moi, j'ai une référence, un film qu'on a fait pour le Crédit Agricole Next Bank, qui date du mois de décembre, donc qui est pré-Covid, mais qui a été traité justement avec une manière, une manière assez originale, on va dire, de mettre en relation toutes les agences de la banque. Voilà, le client vient nous voir en disant, bon, c'est notre plénière de fin d'année, on a le thème du cinéma, on veut un truc un peu marrant. Enfin bref, ils avaient un brief qui était pas très clair, avec beaucoup d'exigences en termes de contenu, en termes de qualité. Enfin, ça partait dans tous les sens. Voilà. Bon, je leur ai proposé de splitter la chose en deux, c'est-à-dire en gros les résultats de la banque, on fait un truc un peu genre film d'action pour être dans la thématique cinéma. On joue avec les codes, on fait une grosse voix off qui fait bien bande-annonce, on fait du cinémascope, on tourne avec une grosse caméra, et puis la partie agence avec les salariés, les employés de Crédit Agricole, en fait on fait du user-generated content, de l'UGC comme ça, et chacun va se filmer à la manière, on va filmer ses collègues, en gros, racontez-nous votre journée. Donc, quand le client a validé cette idée, j'ai écrit un brief très précis que j'ai adressé, en accord avec le client, bien sûr, j'ai adressé à toutes les agences Crédit Agricole en Suisse romande, je ne sais plus, il y en avait une petite dizaine. Et voilà, je leur ai demandé de recréer à leur manière, avec, encore une fois, un cadre assez restrictif, mais en même temps qui permettait une grande liberté. Après, on reçoit tous les contenus, on s'amuse à les monter. Il y a des petites chaînes, il y a des petits moments de magie, des petits moments de magie qui vont se nouer parce que on n'avait écrit aucun raccord dans ce film, et finalement, l'agence de Neuchâtel et l'agence de Lausanne, quand on les met côte à côte, c'était inattendu, mais il se passe quelque chose. Donc voilà, c'est un exemple pour dire que, et je m'excuse, j'ai oublié ta question, Thierry, mais en gros, les trois conseils, les trois éléments clés que tu transmets aux clients pour oser aller vers ce genre de prod. Alors, j'ai pas de top 3, mais encore une fois, c'est la question du sens. Qu'est-ce qui fait sens chez vous par rapport à votre demande, par rapport à la diffusion, et comment est-ce qu'on l'écrit? Et est-ce que ce que nous parvenons à écrire par rapport à votre demande correspond à vos attentes? Et il y a aussi, là, il y a tout un travail qui est vraiment...
travail de traduction. Et ça, c'est long. C'est-à-dire traduire notre idée dans un langage que eux peuvent comprendre. Alors là, on s'adressait à des banquiers, mais ça peut être la même chose avec des horlogers ou avec des institutionnels. Nous, on a tendance, quand on discute, on a tendance à voir le film. Enfin, si on a une idée, tout de suite, on a des plans qui vont s'enchaîner. C'est pas toujours le cas des clients. Mais je m'égare parce que tu m'avais demandé 3 conseils et j'en ai donné d'autres. Je sais pas, peut-être que C'est créativité. Pardon. Non, c'est créativité, c'est ça les 3 conseils. La passion. Voilà aussi. On n'a pas attendu le Covid pour déclencher des lives avec des marques ou avec des annonceurs, mais il faut oser. Voilà, il faut oser et que l'annonceur comprenne que si on est en live, c'est sécurisé, c'est préparé en amont et voilà. Nous, ce qui nous anime et de plus en plus, c'est de savoir conjuguer les ressources à la fois éditoriales, créatives, avec les innovations technologiques. Et là, on est en plein dedans. Et tant mieux. Mais ça va prendre encore, je pense, quelques mois avant de pouvoir mettre en place de vrais process et de vraies offres. Mais on y est clairement. Je ne posais pas la question par hasard parce qu'œuvrant aussi à ma modeste mesure dans la vidéo, je sais qu'une vidéo, on peut la cadrer. Et j'aime bien l'exemple que vous citiez tous les deux sur préparer en amont. On a beau préparer des storyboards, tout contrôler, on sait que voilà, immanquablement tout ça va évoluer, mais la vidéo qu'on travaille, on peut toujours la corriger. Là où le live, voilà, à l'issue de cette rencontre là d'une demi-heure qu'on a là tous les 4, on ne pourra pas revenir sur le montage ou le remontage de tout ça, puisqu'effectivement, voilà, c'est inscrit dans le marbre et peut-être même pour toujours. Voilà, je voulais aussi voir un petit peu, alors comment ça se passe maintenant dans cette phase, disons, relance, enfin entre guillemets, mais vos clients aujourd'hui, ils sont dans quel état? Ils sont en attente, ils sont craintifs, ils sont prêts à réinvestir, parce que c'est important pour le marché aussi de comprendre si on redémarre ou on ne redémarre pas. Alors entre janvier et début mars, avant cette période Covid, c'est clair qu'on avait des appels d'offres en cours. On a commencé à travailler avec de nouveaux clients, de nouvelles marques. Tout s'est arrêté. Maintenant, ces marques viennent vers nous et nous disent, bah voilà, on avait normalement des rendez-vous physiques à la rentrée au mois de septembre, des rendez-vous importants, stratégiques, politiques. Comment on peut imaginer réunir au niveau international, européen ou même local nos confrères, nos interlocuteurs sur une même plateforme. Voilà, pour l'instant, c'est ça les interrogations de nos clients et la demande. Est-ce qu'il y a aussi une réflexion sur l'avenir de ces grands events? Est-ce que, imaginons dans un monde où on finira tous par porter des masques, est-ce que ces grands raouts auront encore un sens? Ou est-ce qu'on peut vraiment imaginer de pouvoir proposer autre chose? Je pense que le présentiel restera important, mais toute cette forme digitale, tout ce qu'on est en train de créer, création de contenu, peut servir à raconter une histoire sur l'année, faire du teasing, raconter l'événement et après. Mais si je prends l'exemple, par exemple, d'un salon de l'auto, j'imagine que demain, s'il devait renaître, serait peut-être sur une période plus courte et que ce soit vraiment une plateforme d'échange à la fois professionnel et grand public sur quelques jours. Voilà, faire vivre des expériences et faire traduire de la passion, donner envie de conduire, ce genre de choses, mais pas statique. Moi, si j'ai un rêve par rapport à ça, et c'est pas un rêve parce que c'est réalisable, mais j'aimerais qu'on puisse faire un vrai live mondial. C'est-à-dire que j'attends un client qui vient me chercher en disant OK, on peut plus voyager, on n'a pas des équipes sur place et tout ça. Eh ben, écoute mec, il n'y a pas de problème. Tu as des iPhones, tu as la 4G, on est là, on peut écrire, on peut préparer. On peut faire une régie à Genève, on peut poser des questions en direct, on peut relancer, on peut faire un programme de 2 heures, on veut un drone en direct au-dessus de la rade de Genève, c'est pas grave, on peut le mettre aussi. S'il y a un mec qui est à Mexico, on peut l'avoir aussi. Et je trouve que on a souvent parlé du village global et c'était une époque, c'était dans le monde d'avant, à l'époque où certes tout s'accélérait, mais tout le monde pouvait se déplacer aussi en avion. Là, à ce jour, c'est plus le cas et on ne sait pas pour combien de temps. Donc,
quel pied ce serait de pouvoir vraiment organiser quelque chose dans cette direction-là. Peut-être que ça a été fait, hein, d'ailleurs. Mais on sait, encore une fois, là, les outils sont mûrs. C'est les mentalités qu'il va falloir faire évoluer pour leur dire, accordez-nous prenez le pari avec nous que bien maîtrisé, vous allez vous allez créer une notoriété, un engagement par rapport à la cible, par rapport aux gens que vous souhaitez toucher, qui peut être énorme avec des outils comme ça. Nous, on est prêts dans le cube, dans le groupe Camprod Actua. On a tous les outils pour faire ce genre de travail et je milite patiemment pour que ça puisse se faire un jour. Je le fais pour la télé, ça m'arrive parfois de réaliser des lives. On fait des choses un peu à l'ancienne, c'est-à-dire avec des caméras broadcast, mais maintenant on peut complètement passer à autre chose. On a su en tout cas adapter l'outil Broadcast Actua, par exemple, avec ce qu'on a tous les jours dans la main. Je me rappelle une expérience qu'on a fait à Cannes, une grosse soirée avec une marque où l'influenceur avait ça dans la main, on avait des grosses caméras sur le tapis rouge et dans la soirée. Et quand l'influenceur arrive avec ce type d'outil face à un guest, une Paris Hilton ou autre, et ben voilà, Paris Hilton, elle préfère répondre à ça qu'à une grosse caméra avec la lumière dans le visage. Et là, ça touche ça nous apporte vraiment ça touche ce que Victoria disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça change la relation, le rapport, le contenu, en fait, il est adapté à ce format-là. Ça casse, ça fait tomber certaines barrières. Voilà. J'ai une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, puisqu'effectivement, vous êtes des professionnels de l'image. Et donc, immanquablement, l'usage de cette image peut servir aussi à la publicité. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais voilà, il y a une pub qui va se faire interdire ou qui s'est fait interdite de diffusion dans plusieurs pays. Cette pub, pour ne pas citer les marques concernées, relate un vélo électrique qui met en image une voiture toute dessinée en image de synthèse, qui est très belle au demeurant, une belle prod, hein, vraiment une très belle facture. Et on voit cette voiture qui fond, qui s'étiole, qui part comme ça en lambeaux, parce que effectivement l'annonceur a décidé de faire un grand coup. Il a décidé de taper dans la fourmilière en mettant en avant le fait qu'un vélo électrique c'est peut-être un peu plus écolo qu'une voiture. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette pub se retrouve à être interdite dans plusieurs pays. Qu'est-ce qu'on doit penser de ce genre de choses? Parce que là, je parle aux professionnels de l'image, mais il y a aussi cet aspect pub. Et puis, on vient d'évoquer le salon de l'auto. On sait que c'est une grosse industrie. Voilà, on colle un petit peu à l'actu avec cette question et j'aimerais avoir votre avis. On a encore 3 heures devant nous? On peut faire ça en 3 minutes. C'est dur de répondre à ça, d'autant que on est sur des films corpo, on est sur du storytelling et beaucoup moins sur la partie publicité, dans le sens que dans des spots de 30 secondes, on n'en fait pas pour la télé. Donc en fait, ça c'est une démarche d'agence, peut-être que ça nous arrivera un jour, je le souhaite, mais c'est une démarche de créatif et de marque derrière, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une fidélité aussi entre l'agence et la marque qui s'est faite. Alors ils se prennent un gadin derrière, mais en même temps, bon, ça reste du buzz aussi. Comment réagir à ça? Alors, je parle pour moi. Moi, j'ai toujours tendance à penser qu'il n'y a jamais trop de parti pris. Voilà. Il faut, quand on a des choses à défendre, des choses à clamer, il faut aller le plus loin, il faut se donner une limite, mais il faut aller le plus loin possible parce que le parti pris, c'est ce qui nous démarque ou c'est ce qui va démarquer une marque de ses concurrents aussi. Après, il faut savoir mesurer le risque dans la mesure du possible, le risque qu'on prend. Moi, l'industrie de l'auto, alors on va peut-être pas être d'accord avec Vincent à tous les niveaux là-dessus, mais l'industrie automobile a besoin de changer de mentalité, définitivement. Enfin voilà, on sait, à un moment c'est plus possible. Ouais, voilà. On se référence au salon de l'auto, mais alors peut-être que ce sera la vertu de cette crise. Hein. On avait ce matin un rendez-vous avec une institution que je nommerai pas, mais
en gros, dans le milieu politique, voilà, il nous disait, ça fait longtemps qu'on en parle, mais maintenant, il faut qu'on passe à l'action. On pensait être écolo-compatible ou avoir un discours qui marchait bien, mais maintenant, on a besoin de quelque chose. Alors, bah, très bien, on y va, mais vous êtes prêts à aller jusqu'où? Donc là, on rejoint un petit peu l'exemple que tu donnais, Thierry. Jusqu'où vous êtes prêts à aller pour faire changer les mentalités? C'est ce que disait la nana. Moi, je veux faire changer les mentalités. Et, ouais, super, moi aussi, hein, je suis tout à fait pour que les mentalités évoluent. Sauf qu'à ton niveau, avec l'ambition que tu donnes, est-ce que tu penses que c'est vraiment tout à fait le message qu'il faut donner, faire changer les mentalités? Ça fait longtemps qu'on entend ça. Donc, nous, notre démarche là-dedans, c'est justement de trouver, savoir à quel endroit précisément, le plus précisément possible, on peut placer notre curseur, afin d'aller dans le sens d'un changement de mentalité. Et je parle vraiment du contexte écologique, transition, durabilité, des choses comme ça. Mais voilà, l'industrie automobile, il faut changer. Il y a plein d'habitudes qu'il faut changer. Alors, tant mieux, peut-être que cette crise va nous amener, va amener tout le monde à rebattre un peu les cartes dans le jeu et qu'on va vraiment, véritablement passer à l'action. Et je ne parle pas de technique, je ne parle pas de live, tout ça. Je parle vraiment d'engagement qui soit sincère. Non, mais c'est là où, effectivement, l'outil a une incidence sur le contenu. Et on peut avoir un autre ton. Et je pense que grâce à ce nouveau ton qu'on peut avoir, avec l'acceptation qu'ont les gens avec les outils digitaux, eh bien, on va certainement avoir d'autres messages. Et donc, vous êtes bien ancré et bien, grâce à votre cube, vous avez plein de métiers. Et donc, vous êtes challengé. Est-ce que vous vous challengez aussi entre toutes ces sociétés? Lorsque vous avez un besoin ou d'une réponse technique ou d'une nouvelle idée, est-ce que vous pouvez, entre vous, vous challenger? C'est même pas se challenger, c'est qu'aujourd'hui, on est dans de la transversalité. Et cet effet Covid a permis à un caméraman de parler à un développeur, alors qu'il ne parle pas du tout le même langage. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on souhaite, c'est cette transversalité. Et ce sera notre force pour demain. Donc, vous avez cassé les silos aussi, chez vous. Ouais, complètement, ouais. Enfin, on fonctionnait pas en silo. Naturellement, c'était pas une question de silo. Ça, c'est plutôt des choses qu'on voit dans des grandes multinationales. Nous, on est très axé sur la collaboration. En fait, on est comme une fusée à plusieurs étages et chaque étage va contribuer à foutre le machin en orbite, quoi. Et pour ça, il faut des ingénieurs, des rêveurs, des créatifs, des astronautes, et pour ça, le cube, c'est un truc qui est vraiment super. Enfin, on découvre chaque jour. Là, ce matin, on était en plénière, donc on en a profité pour faire le point sur tous les projets. On s'est aperçu qu'on ne connaissait pas tous les projets non plus. On a quand même un département muséo, un département digital, un département broadcast, on a de la fiction, on a du documentaire, on a du corporate. Voilà. Et tout ça, ça ruisselle dans un sens ou dans l'autre. Pas de manière systématique, chacun ses clients. On n'est pas forcément l'agence des opérations digitales qui se font. On peut être consulté parfois, on n'est pas obligé de gagner non plus. Mais tous ces effets-là, encore une fois, ça transpire entre les étages, particulièrement en ce moment parce qu'il fait un peu chaud. Mais tous ces effets sont vachement positifs. Et on est vraiment content de pouvoir, comme disait Vincent, travailler sur de l'innovation. C'est-à-dire, comme je reviens à l'idée du live, multi-live dont je parlais tout à l'heure, c'est le genre de truc pour lequel il faut des outils, il faut réfléchir aux outils, il faut réfléchir à la technologie, il faut fabriquer sa propre application. Si j'ai 10 mecs qui sont en live partout dans le monde, il faut que je puisse leur parler depuis ma cabine de réalisation. Donc ça, c'est un truc qu'on pouvait faire localement avec du broadcast. Mais là, on est obligé de passer dans le digital. Voilà, donc c'est là aussi la vertu du cube, du groupe dans lequel on est, c'est qu'il y en a on se régale. Oui, et puis nous, ça fait des années qu'on utilise nos outils broadcast satellite pour des gros groupes industriels, pharma ou autres. Aujourd'hui, on doit pouvoir adapter cette écriture d'image live, ces outils pour la petite PME. Voilà, parce que la petite PME, elle a besoin de pouvoir communiquer auprès de ses employés ou auprès de ses clients. Et voilà, c'est pas forcément les moyens d'un groupe international. Romain, Vincent, agence A2P, je vous souhaite que effectivement votre message, votre appel, votre bouteille à la mer soit entendu par des annonceurs, par des entrepreneurs qui oseront, pourquoi pas, donner un jour vie à un live international, mondial.
Même local, hein? Oui, alors moi je m'inscris d'office, hein, je suis partant. Ok. Merci beaucoup, c'était très très enrichissant et puis je suis ravi d'avoir fait connaissance avec A2P, le cube et tout ça. On vous lance l'invitation, comme on le fait de temps en temps, à revenir dans nos lives, puisqu'effectivement, ben, on le confirme, on le répète à chaque fois. Ce rendez-vous va rester, même s'il y aura une petite courte pause estivale. Donc ça sera l'occasion de refaire le point pour voir s'il y a des choses qui ont bougé ou si eh ben, ce live mondial verra le jour grâce à vous. Merci en tout cas à vous deux et puis on vous souhaite de ne pas trop transpirer dans les murs du cube. Merci. À bientôt. Merci Victoria, merci Thierry. Voilà, c'était très intéressant. Moi je suis content de passer de l'événementiel à la production audiovisuelle. En tout cas, il y a des belles pistes. Franchement, une programmation vraiment d'enfer et nous on apprend. Donc, tant qu'on apprend, on est content. Donc, ça, Exactement. déjà, il faut se faire plaisir soi-même parce qu'on sait qu'on va on va faire plaisir aux autres. Donc, On va les suivre de près parce qu'effectivement leur idée, moi, me parle beaucoup. moi Voir aussi. si on arrive comme ça à embarquer plein de gens et puis qui sait, ça sera peut-être des pistes pour les meilleurs d'eux. Hein, je sais pas. Voilà, il y a peut-être des trucs à creuser. Bon, on remet ça demain, 15 h. Victoria? Voilà. On parlera PME, on va voir ce dont, qu'est-ce qui manque le plus aux PME. Des fois, c'est des choses très étonnantes. Voilà. Le constat va être très très concret. Bon allez, portez-vous bien, on vous laisse continuer à travailler et on vous dit demain 15 h, c'est au même endroit sur Facebook pour le moment. À très bientôt, c'est pas avant. Au revoir.